Dans cet épisode, l'expédition sur la Lune est-elle un canular? Notre équipe s'attaque au plus grand mythe de tous les temps. La NASA a-t-elle truqué la mission Apollo sur la Lune? C'est 100% dément. Adam et Jamie examineront les photos. Admirez notre décor lunaire. Ces photos sont-elles la preuve que Neil Armstrong a foulé la Lune en studio? Je prends la photo. Puis, ils verront si un simple ralenti suffit à recréer la parfaite démarche lunaire. Et enfin, Gary, Tori et Grant Bon sang, ce sont des chambres à vide? vérifieront si dans une chambre à vide, les drapeaux peuvent flotter et les bottes laisser des empreintes. Bien fait. Qui sont les Mythbusters? Tu savais ce qui se cachait dans ta cave? Adam Savage Génial cette émission de cuisine. et Jamie Heineman. Splendide, non? À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imara, C'était dingue. Carrie Byron, On y va. et Tori Belleci. C'est aussi dérangeant que je le crois. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Launch control, we passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land of the first men on the moon. Good luck and Godspeed. 10, 9, ignition sequence start. Le 16 juillet 1969, le monde retient son souffle pour les 3 courageux astronautes en route pour la Lune. 5 jours plus tard, l'extraordinaire moment arrive. Neil Armstrong foule pour la première fois le sol lunaire. 11 hommes ont suivi les traces de Neil Armstrong, comblant les habitants de la planète Terre de fierté et de confiance en l'avancée scientifique. Mais était-ce vraiment un pas vers l'avenir ou avons-nous été dupés par un simple trucage? La NASA est-elle l'auteur d'un des plus grands canulars de l'histoire de l'humanité? Parfait. Rugis comme un tigre. Miaule comme un chaton. Devine quelle sera notre première étape? Les photos. Oui. Ceux qui affirment que la NASA a organisé un faux atterrissage se fondent sur les photos officielles de l'événement pour démontrer qu'il a eu lieu en studio et non sur la Lune. Dis canular. Canular. Nos 2 acolytes se concentreront sur les clichés suivants. D'après la théorie du complot, cette photo a été prise en studio car les ombres ne sont pas parallèles. Ce qui ne serait possible qu'en présence de plusieurs sources lumineuses. Puis, il y a cette image de l'astronaute illuminé. S'il se tenait vraiment dans l'ombre du module lunaire, on ne le verrait pas aussi clairement. Commençons par les ombres parallèles. Comment tu veux procéder? On devrait faire une maquette pour pouvoir mettre en place tous les éléments. C'est complexe. Oui, il va falloir être précis. Exactement. Allons-y. Jamie et Adam ont besoin d'une source de lumière unique mais massive pour faire office de soleil. Jamie, je te présente le soleil. Adam, le petit génie, a trouvé un énorme spot de cinéma C'est violent. pour éclairer leur expérience. Je ressemble aux extraterrestres de rencontre du 3e type. L'aspect lunaire maintenant. Attention les yeux, car Jamie fabrique la Lune. J'ai quelque chose de pas mal pour ma Lune. C'est de l'élastane, du ciment Portland avec un peu de noir d'os, c'est-à-dire de la poudre noire.
Par chance, ce module miniature traînait par là. Il sera parfait pour notre maquette, à l'échelle 1/76e. C'est vraiment parfait. Si on allumait le spot pour voir à quoi ressemblent nos ombres. Allons-y, je le tourne. Attention aux yeux. Alors? C'est bon pour moi. On a les éclairages et on a l'action. Mais où est le... C'est l'appareil photo qu'on va utiliser. C'est un Hasselblad, similaire à celui qui a été utilisé sur la Lune, sauf qu'on a mis une sortie numérique pour visualiser les images en temps réel sur un écran et les comparer avec les clichés originaux. Notre soleil est en place. Et en plus d'être complètement génial, on voit bien que sur une surface plane, les ombres sont parfaitement parallèles. D'après les accusateurs, c'est à cela que le cliché de la NASA devrait ressembler. Mais sur la photo, les ombres du rocher et du module lunaire sont orientées différemment. Voyons ce qu'il faudrait faire pour qu'elles ne soient pas parallèles. Jouons avec la topographie et voyons ce qui se passe. La théorie du complot dit qu'il n'y a qu'une explication possible. 2 sources lumineuses. Mais comme il n'y en avait qu'une sur la Lune, le Soleil, ça nous fait avancer. Cette photo n'a pu être prise qu'en studio. D'après nous, la topographie du sol donne l'impression que les ombres ne sont pas parallèles, alors qu'elles le sont. C'est ce qu'on essaie de reproduire. Il faut la diriger vers la lumière. Adam et Jamie ont donné à leur paysage lunaire miniature des reliefs et des imperfections réalistes. C'est parfait. C'est vrai? Oui. Les ombres semblent s'écarter du droit chemin. Adam, satisfait, Ta maquette est parfaite. immortalise l'instant. Je prends la photo. Je sais ce que vous pensez. Vous avez fabriqué une maquette et vous êtes des pros des effets spéciaux. Vous êtes tout à fait le genre de type à qui la NASA aurait fait appel. La question n'est pas là. On répond simplement à l'affirmation que cette photo a été prise sous 2 sources lumineuses. On a démontré que 2 ombres, sous une source de lumière unique, peuvent ne pas avoir l'air parallèles, en fonction de la topographie du terrain. Ça veut dire que c'est bidon. Totalement bidon. 2 ombres n'ont pas toujours l'air parallèles sous une lumière unique. Dans une chambre à vide, les astronautes en guimauve se ratatinent rapidement. Voilà ce qui arrive dans l'espace quand on n'a pas de combinaison. On dirait un raisin sec. Ça m'amuse beaucoup. Mais qu'est-ce qu'un astronaute en guimauve va avoir avec la Lune? Comme on le sait, la Lune n'a pas d'atmosphère. La théorie du complot affirme que la mission n'a pas eu lieu car certaines choses sont impossibles sans atmosphère. C'est exact. Il y a la théorie du drapeau. On dirait qu'il est battu par le vent. Mais c'est impossible, car sur la Lune, il n'y a ni air ni vent. On m'en a raconté une bonne au sujet des empreintes. Les astronautes n'auraient pas pu laisser d'empreintes si nettes parce qu'il n'y a pas d'humidité dans le vide. Et seule l'humidité permet une marque si nette. Comment on va pouvoir prouver le contraire? On va avoir besoin d'une plus grande chambre à vide. Et de beaucoup plus de guimauves. Ces hypothèses sont parmi les plus convaincantes. Après tout, il paraît logique qu'aucune brise n'ait pu agiter le drapeau. Et quiconque a déjà marché sur la plage sait bien qu'on ne peut laisser des empreintes nettes que sur du sable humide. Sans humidité sur la Lune, ces images sont forcément truquées. On va devoir reproduire précisément sur Terre les conditions sur le sol lunaire. Les meilleures chambres à vide se trouvent en Alabama, à la NASA. Mais on n'a pas le droit d'entrer dans une chambre à vide. On va devoir télécommander toutes nos expériences. J'aimerais fabriquer un drapeau comme celui de la NASA et reproduire le planté de drapeau des astronautes. Je vais m'occuper de l'histoire de l'empreinte. Tu pourrais m'aider à réaliser mon expérience pour prouver la vérité au monde? Ne vous battez pas les garçons, il y en aura pour tout le monde. Tori prépare son expérience avec ce qu'il trouve qui se rapproche le plus de la poussière lunaire. J'ai décidé d'emprunter mon grand-père. Ma grand-mère ne dira rien, parce qu'elle est là aussi. En vérité, il s'agit simplement de sable.
Tori en humidifie la moitié. D'après la théorie du complot, on ne peut pas obtenir une empreinte si nette sans humidité. Et comme il n'y a pas d'humidité sur la Lune, cette empreinte est truquée. Je vais vous montrer où ils veulent en venir. J'ai du sable sec et du sable mouillé. On va demander à Carrie de passer une botte. Tu sais danser le moonwalk? Apparemment non. Elle va laisser une empreinte dans les deux bacs. Prêt? Oui. L'autre maintenant? L'empreinte est bien plus nette sur le sable mouillé. Ouais, c'est évident. On a des lignes bien marquées. L'humidité fait toute la différence. Sans elle, l'empreinte reste floue, bien loin de celle de Buzz Aldrin. On n'a plus qu'à essayer sur la Lune. Je rigole, on n'a pas le budget. Prochaine étape de notre expérience, cette photo. L'astronaute serait soi-disant trop bien éclairé. On le voit très clairement, alors qu'il se tient dans l'ombre très noire du module lunaire. Il n'y a qu'une source de lumière sur la Lune, et c'est le Soleil. Les accusateurs affirment que seule une deuxième source a pu l'éclairer ainsi. Nos acolytes vont projeter un faux Soleil sur un module lunaire miniature et sur un petit astronaute étrangement bavard. Voici mon Neil Armstrong version 1/6. Je sais que c'est Neil, parce qu'il porte les rayures rouges du commandant. Pardon? On est vraiment allé sur la Lune? Je sais. Mais pour le prouver, on est obligé de prendre des photos. Et pour qu'elles soient réalistes, je dois te fabriquer une maison. D'accord. Ces rouleaux de papier derrière moi sont les morceaux d'un module lunaire que je vais assembler. Et grâce à la magie du montage vidéo, voici le résultat. La théorie du complot affirme que la photo a été faite avec une lumière d'appoint. Personnellement, je pense que c'est la réflexion de la surface de la Lune. Quand on regarde la Lune par nuit claire, elle réfléchit la lumière. C'est pour ça qu'on la voit. La question est, est-ce suffisant pour créer cet effet? Pour tester l'hypothèse de Jamie, la lumière du Soleil réfléchie par la surface de la Lune, Adam et Jamie plongent l'atelier dans le noir. Admirez notre décor lunaire. Comme il s'agit de réflexions lumineuses, on a fait le noir complet dans l'atelier. Et on a éliminé toute réflexion de lumière ne venant pas de notre sol lunaire. Le module lunaire, l'astronaute, les lumières et l'appareil photo sont en place. C'est génial. Il ne manque qu'une poussière de lune dotée de la même qualité réfléchissante que la poussière authentique. La poussière qui recouvre la Lune s'appelle la régolithe. Quand le Soleil éclaire la Lune, la régolithe renvoie une partie de la lumière du Soleil vers la Terre. Ce phénomène s'appelle l'albédo. D'après nos sources à la NASA, l'albédo de la poussière lunaire est compris entre 7 et 10%. Pour fabriquer notre régolithe, on mélange du ciment Portland et du charbon en poudre. Pour évaluer l'albédo, ou la lumière qu'elle réfléchit, on utilise un luxmètre et notre faux soleil. 8%, c'est parfait. On vient de démontrer que notre régolithe a un indice de réflexion d'environ 8%. Donc les conditions sont optimales. L'avantage avec Jamie, c'est qu'il n'a pas besoin de masque. Sa moustache filtre toutes les particules de poussière. La fausse lune est prête pour la séance photo. On va compliquer un peu les choses. Faisons entrer notre acteur vedette. C'est la minute de vérité. On a une réplique miniature d'un module lunaire. Et on a concocté une poussière qui possède le même indice de réflexion que la poussière sur la Lune. Si on en croit la théorie du complot, notre astronaute, dans l'ombre du module, se retrouvera dans le noir total sur la photo. Tu es prêt? Pareil. C'est parti, je prends la photo. Voyons voir. Voilà. Vous avez raison. Il est complètement dans l'ombre, mais on le voit quand même, comme en plein jour. On n'aurait soi-disant pas dû voir cet astronaute, à moins de l'éclairer avec une deuxième source lumineuse. Parce qu'il est dans l'ombre et qu'il n'y a qu'une source de lumière sur la Lune, il aurait dû être dans le noir. Notre photo prouve le contraire. Avec une source de lumière unique et une surface de même indice réfléchissant que la Lune, notre astronaute est clairement visible.
Donc, l'hypothèse du trucage est fausse. On a assez de preuves pour boucler la partie photo de notre expérience. Je suis d'accord. La théorie du complot avance plein d'idées intéressantes, mais une fois le tour de passe-passe mis à nu, l'explication est très simple. Et on sait par expérience que l'explication la plus simple est souvent la bonne. Exactement. Bidon. Bidon. Carrie, Tori et Grant poursuivent également leur enquête. D'après la théorie du complot, l'absence d'air dans l'espace signifie que ces empreintes sont fausses et que ce drapeau ne devrait pas flotter. Je pense que lorsque les astronautes ont planté le drapeau sur la Lune, ils ont généré un mouvement qu'on a pris pour une brise. Pour en être sûr, je vais fabriquer une réplique du drapeau. Puis on reproduira le même mouvement dans une chambre à vide. Et on verra si on obtient le même effet. Le drapeau télécommandé et le récipient à empreinte fin prêt. Carrie, s'inspirant des images de la mission Apollo 15, ajoute une expérience à la liste. En l'absence de résistance de l'air, un objet aussi léger qu'une plume tombera à la même vitesse qu'un objet aussi lourd qu'un marteau. Donc, je devrais pouvoir faire ça dans une chambre à vide et les voir toucher le sol en même temps si le vide d'air a été fait correctement. Le commandant David Scott a voulu corroborer la théorie de Galilée que deux objets sont affectés de manière égale par la loi de la pesanteur. En l'absence de résistance de l'air, ils devraient tomber à la même vitesse. Afin de contrôler qu'ils travaillent bien dans une chambre à vide, Carrie met au point un système pour lâcher les deux objets au même moment. Équipée de leurs deux inventions, l'équipe part pour le centre spatial George Marshall en Alabama. Bon sang! Ce sont des chambres à vide? C'est génial que la NASA nous ouvre ses portes pour nous laisser faire nos expériences. Ça veut dire qu'ils savent que la théorie du complot est bidon. Fermez la porte! Voyons si on peut se vider de notre air. Il paraît que c'est le réservoir d'une fusée Saturn V qu'ils ont transformé en chambre à vide. Ils sont comme nous, ils recyclent. Michael Terry, technicien à la NASA, leur fait une démonstration de leur version du recyclage. Vous savez vous en servir? Oui, Et vous allez nous laisser l'utiliser? je pense. Faites attention, c'est tout. Manifestement, il ne connaît pas l'émission. Regardez! Ils ont coupé les manches d'une combinaison. Et on met la tête là? Exactement. C'est génial! Glisser les mains dans une chambre à vide n'est pas donné à tout le monde. La combinaison spatiale est authentique. Et combien coûtent ces gants? Environ un demi-million de dollars. Michael n'a vraiment jamais vu l'émission. Mais lâche-moi! C'est un câlin portatif. Vous allez nous montrer comment faire? Bien sûr. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Mais avant tout, vous allez devoir vous couper les ongles. C'est tout à fait ce dont je rêvais. On dirait les bras d'un robot sorti tout droit d'un film kitsch des années 50. Le problème, c'est que je dois me couper les ongles. Après la vérification obligatoire des mains, l'expérience peut commencer. Premier sur la liste, la plume et le marteau de Carrie. Ce n'est pas non plus une science exacte. Tu peux pas dire ça ici. T'as raison. La chambre est scellée. Mais pour ce premier test, pas de vide d'air. Pression atmosphérique dans 3, 2, 1... Génial! Le marteau tombe en premier. Parfait. Les lois de la physique s'appliquent. J'ai lâché le marteau et la plume en même temps dans l'atmosphère. Le marteau est tombé en premier et la plume a suivi doucement. Le vide d'air effectué, Carrie est prête à réitérer l'expérience. 3, 2, 1... C'est trop génial! En l'absence de résistance de l'air, tous les objets sont égaux devant la loi de la pesanteur. Donc la chambre à vide est bien vide d'air. Passons aux choses sérieuses. Tu as ta botte? J'ai ma botte.
Un autre argument de la théorie du complot se base sur les images filmées par la NASA. La façon dont se déplace l'astronaute ne serait pas réaliste. Ce serait soi-disant un trucage vidéo. En modifiant la vitesse de défilement. Oui. Ça tombe dans la catégorie des effets spéciaux. C'est du gâteau pour nous. Tu l'as dit. Allons-y. Ces images de légende auraient été diffusées au ralenti. Les astronautes ne feraient que sauter sur place dans un studio. S'agit-il d'images filmées à vitesse normale? Ou d'un trucage au ralenti? Que dit exactement leur théorie? Les images où les astronautes font des bonds dans le champ gravitationnel de la Lune, 6 fois inférieur à celui de la Terre, n'auraient pas été obtenues en allant sur la Lune, mais grâce à une caméra spéciale qui les aurait filmées à une vitesse supérieure à la normale. Ainsi, en les repassant à une vitesse normale, on a l'impression que les astronautes sont en apesanteur. On devrait faire exactement la même chose. C'est ce que je me disais. Allons-y. Pour reproduire leur propre promenade lunaire, Adam et Jamie retournent à la base navale d'Alameda, bâtiment 24. On va tenter de reproduire les premiers pas sur la Lune, considéré comme l'alunissage. Pour ça, on va imiter les astronautes en se concentrant sur 3 mouvements. Sauter en l'air, sauter à pieds joints. Remarquez qu'il pose les 2 pieds au sol en même temps et qu'il a l'air d'avancer vite. Le 3e mouvement est un simple pas de course. On va adopter le même angle de caméra et la même technique soi-disant utilisée pour truquer les images. Carrie, Tori et Grant pratiquent une série de tests en chambre à vide. Quelques-uns des premiers mots prononcés sur la Lune ont déjà répondu à une question fondamentale. À quoi ressemble le sol? Mais Buzz Aldrin a-t-il vraiment laissé une trace sur la Lune? Pour s'en assurer, Tori s'est procuré un équipement de pro. Regardez, une vraie botte d'astronaute. C'est chouette, non? Ah, dans les mêmes. C'est une vraie? Oui. Tout ce qu'on a à faire, c'est l'enfoncer dans un tas de poussière et voir si elle laisse une trace. Cette théorie est intéressante. Sous prétexte qu'il n'y a ni air ni vapeur d'eau sur la Lune, C'est bon? Tu sens tes orteils? on ne peut pas laisser d'empreintes aussi nettes que sur les photos de l'alunissage. N'en suis pas si sûre. Toutes les missions Apollo réunies n'ont rapporté sur Terre que 380 kg de matière lunaire. Impossible d'en gaspiller. Donc, pour cette expérience, la NASA leur a procuré un substitut de régolithe. Ça sert à tester les équipements en partance pour la Lune. C'est très proche de la poussière lunaire, parce que chaque particule est à l'état brut. Sur Terre, la poussière est soumise au climat et les grains sont érodés. C'est ce qu'il y a de plus proche du sol lunaire. C'est probablement la clé du mystère. Comparer les propriétés physiques du sable et de la régolithe. Sur Terre, une trace de pas laissée dans le sable sec s'efface car les particules ne peuvent pas adhérer sans eau. Mais sur la Lune, d'autres facteurs cohésifs interviennent. Notamment la forme irrégulière des particules de poussière lunaire qui pourrait permettre de laisser une empreinte aussi nette. La texture de la régolithe et l'absence d'atmosphère permettront-elles de contredire cette théorie? Le premier pas de Miss Buster sur la Lune. Je croyais que les mythes volaient. On vient de faire 20 pas en arrière. Essaye. D'accord. La botte s'apprête à faire ses premiers pas et la chambre à vide a été vidée. Empreinte de botte, vide d'air. 3, 2, 1. Prenez ça. Ça a marché. Bien fait. Équation prouvée. Premier pas sur la Lune, 1. Théorie du complot, 0.
On peut donc laisser une empreinte très nette en l'absence d'oxygène. On a laissé une empreinte dans une chambre à vide. Et le tout sans la moindre présence de vapeur d'eau. La pesanteur est 6 fois plus forte sur Terre que sur la Lune. Donc si on y arrive ici, ce sera encore mieux là-haut. Donc cette théorie est bidon. 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 La NASA va nous laisser sortir. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. John F. Kennedy a donné le coup d'envoi dans un discours de 1961, lançant un immense défi aux esprits les plus doués de la planète. Moins de 10 ans plus tard, ils ont réussi et 12 astronautes ont finalement foulé le sol lunaire. Mais est-ce vrai? Pour s'en assurer, Adam et Jamie vérifient si la NASA a pu filmer les images en studio avant de les diffuser au ralenti. J'ai étudié le mouvement. Je vais m'entraîner avant. Adam et Jamie vont faire exactement la même chose. En filmant la scène en 48 images par seconde et en la regardant en 24, on obtient un ralenti très fluide. Cours maintenant. Avec cet effet, les gestes d'Adam ont un côté aérien. Mais pour être sûr que c'est la technique utilisée par la NASA, on doit simuler la même pesanteur, recommencer et comparer les résultats. Graham, vous avez tout installé. Comment ça marche? Adam va passer un harnais qui sera fixé à plusieurs élastiques. Eux-mêmes fixés à un système de rails qui nous permettra de le faire avancer ou reculer. Je vois que ça marche. Allons chercher Adam. Ce système est conçu pour me laisser une totale liberté de mouvement, tout en me permettant de peser 1/6 de mon poids, qui correspond à ce que je pèserais sur la Lune. Je n'ai plus qu'à m'habiller et essayer. Je sais que cette combinaison est une réplique, qu'elle n'est pas sous pression, que je suis toujours dans l'atmosphère et qu'il n'y a pas de vraie poussière de Lune. Mais on se concentre exclusivement sur la démarche des astronautes. On sait que Neil Armstrong pesait 160 kilos avec son équipement. Ce qui veut dire que pour notre expérience sur notre Lune, je vais devoir peser 27 kilos. 28 kilos. C'est assez proche pour moi. Dans des conditions identiques à la pesanteur lunaire, Adam reproduit ces exercices. Mais la différence entre Adam et Neil Armstrong est l'entraînement rigoureux de la NASA. C'est dur de porter une combinaison pareille. Il faut beaucoup d'endurance et ça me fait mal à des endroits très intimes. Adam découvre que peser 1/6 de son poids facilite sa démarche lunaire. C'est beaucoup plus simple de reproduire les mêmes mouvements que sur le film. Le centre de gravité n'est plus le même. Je suis plus léger et le moindre mouvement fait une immense différence. Je pense que c'est très proche des images de la NASA. Adam a raison. À première vue, c'est proche. Mais pour un Mythbuster, c'est loin d'être évident. Quand on regarde de près la version au ralenti, les efforts de Adam pour rester à la même hauteur et à la même distance font que son casque penche d'un côté et de l'autre dans un mouvement très terrestre. La deuxième option ne fonctionne pas non plus. Adam pèse peut-être le poids idéal, mais il manque de souplesse et de fluidité. Regarde. On peut regarder ça au QG. Je voudrais enlever ce truc, je suis crevé. D'accord. Gros bébé. De retour au QG, les deux compères visionnent la scène en détail. Celle d'en bas est bien mieux, mais on est loin du compte. Mais comme Mick Jagger, il ne trouve pas satisfaction. Les images au ralenti ne correspondent pas à celles de la NASA. Non. Avec le rail, c'est mieux. Mais c'est pas encore ça. Non. Dans aucun des deux cas de figure. Si seulement on pouvait faire l'essai en apesanteur, là je serais sûr. On peut arranger ça. C'est vrai? Ces images de légende ont fait le tour du monde. Les astronautes américains plantant la bannière étoilée sur leur nouvelle terre de conquête.
Pour savoir s'il s'agit d'un trucage, Kari, Tori et Grant ont violé le sanctuaire de la NASA. Les accusateurs croient voir une sorte de brise qui ne peut pas exister en l'absence d'atmosphère. Donc, j'ai fabriqué une réplique du drapeau qu'on va planter dans une chambre à vide. Une fois l'air évacué, on reproduit le même geste que les astronautes sur la Lune pour voir si on obtient le même flottement. Pour nous aider à reproduire le même geste, la NASA nous envoie Donna Severance. Alarme d'absence d'oxygène? On doit s'en soucier? Seulement si elle se déclenche. Ce n'est pas une chambre à vide ordinaire. Elle est stérile. On est prêt pour la douche. Ce qui veut dire qu'il n'y a ni poussière, ni particules susceptibles de contaminer la chambre, parce qu'elle permet de tester les équipements en partance pour l'espace. Le drapeau? Le drapeau est la réplique parfaite de celui des missions Apollo. La baguette horizontale l'empêche de tomber dans un environnement sans vent. Et Grant, c'est ton premier voyage dans l'espace. Je dois y aller. Avant de commencer le voyage dans l'espace, un contrôle primordial doit être effectué. Vous êtes prêts? Oui. On va faire un contrôle avec une pression atmosphérique normale. Je vais planter le drapeau comme un astronaute sur la Lune. D'accord. Prêt? Fais l'astronaute. C'est parti. 3, 2, 1. Il bouge. Prêt? Comme prévu, le dynamisme du geste se dissipe rapidement et le drapeau se fige. On va faire le vide d'air et voir ce qui se passe. Commençons à aspirer l'air. Donna, la technicienne, actionne les pompes et nos joyeuderies se préparent à planter à nouveau la bannière. C'est parti. Test du drapeau. Deuxième. Je le plante sur la Lune et stop. Il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup. Il bouge encore. C'est génial. Et voilà. Étonnamment, sans résistance de l'air, le mouvement se prolonge longtemps. On pourrait prendre ça pour une brise, mais c'est l'absence de résistance de l'air. En comparant avec la même action dans l'air, l'affirmation ne fait aucun doute. Et les images sont quasi identiques à celles de la NASA. Le drapeau n'a pas seulement bougé un peu, mais beaucoup. Ça prouve qu'on n'a pas besoin de vent pour faire flotter un drapeau sur la Lune. À moins qu'on ne découvre un cliché du drapeau qui se plante tout seul, la théorie est bidon. On est venu jusqu'en Alabama pour découvrir une bonne fois pour toutes si la théorie du complot est juste. Où en est le score? On a prouvé qu'une botte pouvait laisser une empreinte très nette dans le sol lunaire. Et que le dynamisme seul pouvait faire flotter un drapeau sans air. Pas besoin de vent. Donc NASA 2, théorie du complot 0. Adam et Jamie ont déjà prouvé que la NASA n'avait pas truqué le film des premiers pas de la mission Apollo. Mais pour affirmer sans l'ombre d'un doute que les images ont bien été filmées en apesanteur, ils décident de faire l'expérience par eux-mêmes. Pour faire les choses bien, on doit porter exactement le même poids en équipement que les astronautes de la mission Apollo. C'est-à-dire 80 kilos. C'est très inconfortable. Adam se débat avec son excédent de bagages. C'est désagréable. Jamie, quant à lui, Super. est ravi d'affirmer son statut de mâle dominant. Mais la séance de déguisement l'atteint quelque peu dans sa virilité. Je n'en crois pas mes yeux. Voici le principe de l'expérience. Une série de courbes donnera aux passagers la sensation physique d'extrême légèreté. Et rien que pour nos amis, le pilote ajustera la courbe afin que la micro-apesanteur dans l'appareil corresponde précisément à celle de la Lune.
Adam et Jamie n'ont plus qu'à s'installer, boucler leur ceinture, décoller et s'équiper. Je suis beau, non? Trop beau. À cet instant, je porte 80 kilos d'équipement. Dans quelques minutes, on se retrouvera en apesanteur comme sur la Lune. Et franchement, j'ai hâte. Parce que la combinaison est lourde. Adam n'a pas à attendre longtemps. Tout le monde est bientôt en position. Alors que la gravitation entame sa plongée vertigineuse... C'est génial. Adam et Jamie... Ça vient... découvrent ce que marcher sur la Lune signifie. C'est 100% dément. Nos acolytes ont juste le temps de profiter de cette imitation de l'apesanteur lunaire. Couchez-vous! Tous doivent se mettre au sol, car l'avion remonte. Être léger a un prix. Dans l'autre sens, on subit presque 2 fois la pesanteur terrestre. Ça fait peur au début, non? Oui. Je n'ai jamais rien vécu de pareil. C'est très déconcertant de peser 2 fois son poids, puis 1/6 de son poids. À 1/6, j'avais l'impression de pouvoir faire un bond de 3 mètres. C'était une première, même pour moi. Maintenant qu'ils ont pris leur marque, l'expérience peut commencer. Prêt? Adam reproduit les mêmes pas que tout à l'heure. Bien joué. Mais en laissant le saut de côté pour des raisons de sécurité évidentes. Les mouvements m'ont paru totalement naturels et je comprends maintenant les images de la NASA. Sauter à pieds joints est un moyen très efficace d'avancer en apesanteur. Il fallait à tout prix que j'en fasse l'expérience. Adam a ressenti exactement la même chose que Neil Armstrong sur la Lune, avec une pesanteur 6 fois inférieure à celle de la Terre. L'expérience avec le rail était assez convaincante. Mais en micro-apesanteur, ça n'a rien à voir. Rien ne ressemble à ce qu'on a vécu dans l'avion. Pour moi, ils sont allés sur la Lune. C'était fabuleux. On a vraiment fait les choses à fond. Difficile de faire mieux. Non seulement on a reproduit les circonstances exactes du soi-disant trucage de la NASA, mais on a fait l'expérience de l'apesanteur sur la Lune. Donc la théorie du trucage est bidon. Bidon. Quand Adam et Jamie ont décidé de s'attaquer au puzzle lunaire... 10 canulars. Canular. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas répondre à toutes les accusations. C'est la minute de vérité. Mais les quelques pièces assemblées C'est bidon. Totalement bidon. parlent toutes d'une même voix. Bien fait. Il leur reste encore le temps de procéder à une dernière expérience. Et pas n'importe laquelle. La preuve irréfutable de l'existence de la mission Apollo. Pour planter le dernier clou du cercueil, on va construire notre propre fusée. Ce qu'on a déjà fait. Aller sur la Lune et rapporter ce que les missions Apollo ont laissé sur place et prouver qu'ils y sont bien allés. J'aimerais bien. Mais j'ai une alternative intéressante. Tu sais ce que c'est? Un réflecteur. C'est un rétro-réflecteur, fait de minuscules prismes comme celui-ci. Les astronautes d'Apollo en ont laissé plusieurs sur la surface lunaire pour que nos scientifiques puissent envoyer des rayons laser de la Terre et récolter des informations provenant de la Lune. Donc, si je comprends bien, si on pointe un très gros rayon laser vers la Lune et qu'on reçoit un signal, ça veut dire qu'on y est vraiment allé?
Exactement. Je vous explique. Un rétroréflecteur réfléchit la lumière vers sa source, quel que soit l'angle. C'est différent d'un miroir, car l'angle d'action doit être perpendiculaire. Si on connaissait l'emplacement exact du rétroréflecteur sur la Lune et qu'on avait un laser assez puissant, Tu peux rêver. on pourrait obtenir une réponse lumineuse et prouver que l'homme est allé sur la Lune. Voici l'observatoire d'Apache Point. Quelle vue! Cet observatoire possède les outils dont on a besoin pour conclure notre démonstration dans l'affaire du canular. Dans les montagnes de Sacramento au Nouveau-Mexique, Adam et Jamie rencontrent une des plus grandes scientifiques de l'observatoire, Recette McMillan. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, certaines personnes ne croient pas que l'homme est allé sur la Lune. J'en ai rencontré. Qu'en pensez-vous? Ces gens s'en foutent. Le docteur Macmillan a de quoi étayer son argumentation. Voilà le problème. Ce petit laser fait environ 10 milliwatts. C'est super, mais il n'atteindra jamais la Lune. Celui-ci monte à 1 gigawatt. Il est 100 milliards de fois plus puissant. Et c'est ce qu'il faut pour aller jusqu'à la Lune et revenir. L'exercice consiste à envoyer un rayon vers la Lune et mesurer le temps de réponse jusqu'à la Terre. Combien de temps prend un tel voyage? Environ 2 secondes et demie en fonction de l'orbite de la Lune. Super! Les présentations étant faites, il ne reste qu'à attendre la nuit. On nous a accordé 1 heure pendant laquelle le trajet entre ici et la Lune est vide de tout satellite. Pendant qu'il patiente, Adam tente en vain de rivaliser. Ce n'est pas une mauvaise imitation de celui qu'il y a sur la Lune, qui a été laissé par la mission Apollo 15. On va envoyer environ 200 quadrillions de photons par rayon laser. Et on va recevoir entre 1 et 3 photons si on a de la chance. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Seuls des récepteurs très sensibles peuvent le voir. Et si tout va bien, on verra un pic comme celui-ci sur cet écran. Je dirige le télescope vers les plaines lunaires. Allez-y. Test numéro 1. Diriger notre laser vers une zone lunaire dénuée de tout objet posé par la main de l'homme, y compris de rétroréflecteurs. Cette zone s'appelle les plaines lunaires. Voilà la Lune, avec ses cratères. Le laser est pointé au hasard vers une zone lunaire. Initialisation du laser. Le docteur Macmillan envoie 200 quadrillions de photons dans le ciel. On dirige le laser sur les plaines lunaires et on n'obtient aucun signal en retour. Comme prévu, la régolithe, dont l'indice de réflexion est d'environ 8%, ne fait que recevoir le rayon. Les capteurs de l'observatoire ne décèlent aucune réponse. Maintenant, je me déplace vers Apollo 15. Apollo 15, dirigé par Scott, Irwin et Warden, s'est installé au pied des monts Apennines où se trouve le rétroréflecteur. Voici l'endroit où Apollo 15 a atterri sur la Lune. C'est génial. Initialisation du laser vers le rétroréflecteur d'Apollo 15. On commence à voir un pic. C'est ça? C'est ce que nous renvoie Apollo 15. Le rétroréflecteur réfléchit le rayon du laser exactement à la vitesse qu'on attendait. C'est génial. Je sais que vous faites ça 100 fois par an. Mais pour nous, ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment excitant. Non seulement excitant, mais concluant. J'adorerais aller sur la Lune, mais je ne peux pas. Pas maintenant. On a fait ce qui s'en rapprochait le plus. On a envoyé un rayon laser sur la Lune et on a obtenu une réponse claire. Des photons sont revenus à notre récepteur. Et ce, uniquement parce que du matériel posé par la main de l'homme était là pour les renvoyer. Acceptez-le. Il n'y a pas de complot. On est venu, on a vaincu. Notre équipe a balayé tous les doutes. Pardon? On est vraiment allé sur la Lune? Et elle a ajouté à ses conclusions la preuve irréfutable de la présence de l'homme sur la Lune. Toutes les pièces du puzzle ont désormais trouvé leur place.